Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là présent. Oui, j'ai changé un peu d'aspect, vous voyez, regardez, je me suis mis un petit peu au beau, au frais. J'espère que vous allez bien, moi tout va bien ici, à Vitré, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut bergère, hein. Gardez nos petits moutons, comme disait la chanson, quand on était enfant. Enfin, je parle pour les plus âgés, hein, je parle pas pour les plus jeunes. Quand on était enfant, nous chantions ça. Voilà, chers amis, ce matin, ben écoutez, je reprends un petit peu ma caméra d'habitude parce que j'ai l'impression que hier j'ai fait une vidéo, enfin, que vous verrez aujourd'hui, mais qui n'a pas l'air. Bon, nous verrons bien. Ce sera selon vos réactions. Alors, chers amis, nous continuons l'histoire, bien sûr. Alors, tout d'abord, oui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de mettre un pouce. Ah, waouh, waouh, mettez-moi un pouce. Non, comme ça. Voilà, comme ça. Ou comme ça. À vous de voir. Bon, en tout cas, partagez cette vidéo et puis activez la clochette. Ça vous permet de les mettre en favori et de les avoir, ces vidéos, en première lecture avant tous les autres. Avant tous ceux qui, même parmi les abonnés, ben, recevront un peu plus tard quand ils découvriront la vidéo. Ben voilà, ils la verront. Mais vous, en activant la clochette, eh bien, vous l'avez plus tôt que les autres. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quel roi? Aujourd'hui, nous parlons de Caribert le deuxième, et non pas le premier, on l'a vu déjà une fois. Alors Caribert le premier, quel est son parcours de régnant, de roi? Ben, les titres de roi d'Aquitaine, 629-632, 3 ans, prédécesseur Clotaire II et successeur d'Agobert Ier. Ah bon? Je croyais qu'on avait vu lui. Tiens, c'est pas mal, ça médaille. Ouais. Alors, biographie, titre complet, roi d'Aquitaine, dynastie mérovingien, évidemment. Date de naissance 606 ou 610, on ne sait pas trop. Date de décès 8 avril 632. Père Clotaire II, pardon. Mère Sichilde. Conjoint, alors Sichilde, on a vu. Non, il n'y a pas de peinture, des tapisseries, ni rien. Conjoint Fulbert et enfant Chilpéric. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce roi? Donc, il est le demi-frère, alors regardez le baptême. Il est le demi-frère de Dagobert Ier, parfois considéré comme simple d'esprit. Peut-être s'agissait-il seulement d'une faiblesse physique. Son père l'aurait volontairement écarté du pouvoir. Bon, enfin bref, en décembre 626 à Clichy, selon la volonté de son père, Clotaire II et quelques jours après, le mariage de Dagobert. J'ai rien compris là. En décembre 626 à Clichy, selon la volonté de son père Clotaire II, et quelques jours après le mariage de Dagobert avec Gomaltrude. Saint-Amand, évidemment, célèbre l'union de Caribert et Fulbert, belle-sœur de Brodulf, frère de la reine Séchilde. Voilà. On baisse un petit peu. Alors, postérité, bon, il serait le père de Chilpéric 626-633. Ils n'en sont même pas sûrs. De qui est cette source? On le sait au moins. d'Ivan Gobry. Bon, je sais pas ce qu'il faut penser de lui. Que la chronique de Frédéguerre mentionne comme mort au berceau. Alors là, d'où vient la source? Christian Sézipani, Capétien, Nouvelle Histoire. Voilà. L'Auguste de. Bon. Archives nationales sans doute. Probablement assassiné à l'instigation de Dagobert Ier. Cette mort permettait à Dagobert de récupérer des territoires du sud de l'Aquitaine qu'il avait été obligé de céder à Caribert. Alors note, ah oui déjà, la fausse charte d'Allan, c'est quoi ça? Info du XVIIe siècle,
la fausse charte d'Alan ou d'Alaon, info du XVIIe siècle, fabriquée par un érudit espagnol nommé Don Juan Tapagno Salazar, voilà, et attribuée à Charles le Chauve. Inventé deux fils de Caribert II, Bogis et Bertrand, auxquels Dagobert aurait rendu le royaume d'Aquitaine. Bogis aurait eu un fils nommé Eudes, et duc d'Aquitaine et de Vasconie, vers 681 jusqu'à sa mort en 735. D'où seraient affiliés les princes d'Aragon. L'Aragon, c'est où ça? Nord-est de la péninsule ibérique en Espagne. Oui, l'Aragon, oui, d'accord. Cette affirmation n'est pas crédible, et la famille d'Eudes, prince d'Aquitaine, n'est pas descendante des Mérovingiens comme les noms employés par les membres de la dynastie semblent le montrer. Bon, vous voyez, je vous dis que l'histoire, elle est falsifiée depuis le départ, puisque fait sous la botte de l'Inquisition, hein, des jésuites pour la plupart du temps, mais pas que. Les jésuites, c'est eux qui ont repris après l'Inquisition tous les écrits pour les mettre convenablement au service du Vatican. Alors les notes et références, bon, on va pas s'arrêter là. Articles, sources d'époque, chronique du temps du roi Dagobert 592-639, traduite par François Guizot et Romain Fougère. Paléo, collection, source de l'histoire de France, Clermont-Ferrand, 2004, deuxième édition. Bon. Études contemporaines, Maurice Bouviadan, Dagobert, roi des Francs, figure de proue, édition de Yvan Gobry, alors je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il est né le 8 mars 1927 à Saint-André-les-Vergers et mort le 3 août 2017 à Paris. Et un essayiste et philosophe, d'accord, un essayiste, c'est vous dire. C'est vous dire dans quel esprit on écrit, on fait des essais sur l'histoire, bref. Enfin bon, je connais pas l'auteur, hein, je parle pas de critique à son endroit, mais... Bref, il y a Gaston Duché, Suchot et Patrick Perrin. 1941 est un historien et archéologue français, spécialiste du haut Moyen-Âge, des spécialistes. Clovis et les Mérovingiens, bon bref. Jean Verseuil, les rois fainéants. Oh d'accord, oui. Ça c'est une légende, on ne sait pas trop ce qu'il y a de vrai. De Dagobert à Pépin, le bref, c'est les courageux, c'est connu, hein. Les Carolingiens, 629-751 édition Critérion, bon. Voilà un petit peu, chers amis, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Alors, voilà, bon, chers amis, il n'y a pas grand-chose ce matin encore, hein, c'est vraiment faible. Caribert II, fils cadet de Clotaire II, roi d'Aquitaine, son royaume revient à son frère Dagobert Ier à sa mort. Ah bon? Dagobert Ier, ah oui, c'est lui, oui, c'est le roi précédent, c'est pas mal, hein. Oui, il s'envoie le royaume comme ça. C'est quoi ça? Ah oui, pardon. Donc voilà, chers amis, c'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Bon, pas grand-chose. Il y a très peu de... Je sais pas quoi vous dire, hein. Il y a très peu de contenu dans ce déroulement des rois. Je peux volontiers croire que même les historiens les plus pointus n'ont peut-être pas évidemment toutes les pièces en main
pour donner à chaque prince régnant, bien sûr, une chronologie plus ou moins longue. Je peux comprendre, évidemment, hein, mais là, je pense que cette histoire de notre pays, celle que je vous conte, hein, c'est l'histoire officielle, hein, c'est parmi celle qui est admise dans tous les livres d'histoire que vous voyez circuler partout dans les, dans l'éducation nationale, ex-instruction civile nationale. Donc voilà, chers amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas grand-chose à ajouter. Alors je reviens quand même toujours à ce côté. Voilà, je reviens ici, c'est plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le regard comme ça. Ah bon. Voilà, chers amis, alors dites-moi quelle est votre impression, si je fais bien de changer d'aspect ou pas. Non, mais j'avais envie de me rafraîchir un peu, de rajeunir un peu et puis de rendre un peu plus noble mon visage parce que la barbiche, ça fait un peu. Vous voyez ce côté collier, hein. Bon, je reproche pas ceux qui le font, hein, ceux qui le gardent, hein. Vous voyez ce côté collier. Je vois beaucoup de gens qui sont. Ah, allez, je vais pas le dire, mais qui sont, on va dire, d'un côté parallèle au nôtre, en quelque sorte, qui le portent tous. Et ça m'a fait tiquer. J'aurais dû y penser avant, mais j'avais cru suivre un courant qui venait de moi. En fin de compte, non. Ça venait encore pas de moi, ça venait de ce que j'ai vu inconsciemment ailleurs. En vidéo, sur internet ou même dans la vie, hein. Voilà, alors je me suis dit non, il faut que je fasse qu'une chose, c'est garder la moustache. Et je me dis ça, c'était un truc que les anciens, bon, comme moi, qui ont 73 ans et plus, hein, ont connu, à savoir que la plupart des gens, à l'époque, parmi les gens ordinaires, hein, je parle, et même parmi des gens de classe, Jean Dutour, par exemple, portait une moustache fine, mais uniquement. Pas de barbe, pas de pattes longues, rien. Juste une moustache fine. Et je trouve ça beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant, enfin, de mon propre goût. Vous pensez ce que vous voulez, chers amis. Peut-être vous n'êtes pas d'accord. Bah, vous avez le droit, hein. Mais voilà, je trouve que c'est plus élégant, c'est plus fin, c'est plus. Il y a quelque chose de plus, pour moi, de plus noble. Voilà, c'est tout. Quand je dis noble, je ne fais pas allusion seulement à la noblesse des marquis et des comtes, voilà, et des aristocrates, hein. Il y a aussi la noblesse du savoir-vivre, des bonnes manières, comme je les appelle, hein. Voilà. Alors, chers amis, les Mérovingiens, ben, nous allons continuer demain. Nous poursuivrons cette pérégrination. Je verrai ce que je peux faire de bien, de mieux. En tout cas, je tâcherai de recommencer demain avec ma caméra. Je vais voir. Enfin, une autre caméra, je veux dire. Mais là, celle que j'ai prise hier de caméra, enfin, j'en ai que deux, hein. Ça n'a pas l'air d'être. Bon. Je peux pas la brancher comme webcam. C'est dommage, je sais pas. Je peux le faire, mais je sais pas comment le faire. Voilà. Bon, chers amis, j'espère que ça se passe bien. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis, trop de problèmes, malgré tout ce qui se passe. Alors, une nouvelle que, bon, je voulais pas trop raconter ici, c'est pas le sujet, mais nous avons perdu un homme politique. Bon, il a jamais été au pouvoir, mais voilà, bah, il est mort lundi soir. Attendez, hier c'était mardi. Oui, il est mort lundi soir. Bah, il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Voilà, ben, on pense bien sûr à sa famille, mais aussi, bah, écoutez, c'est un homme qui a fait son temps. Il était parmi, moi je crois que parmi ces trois hommes, le colonel de Gaulle, moi je l'appelle le colonel, hein, parce que général, ça, je sais pas d'où ça vient, c'est son titre. Euh, le colonel de Gaulle, François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen, pour moi, c'était les trois hommes, les trois gens de pouvoir qui maniaient, à mon avis,
avec beaucoup d'éloquence et de subtilité la langue de notre pays, de l'Hexagone. Quoi que l'on en dise, quoi que l'on dise de chacun, on peut être pour, on peut être contre, là ce n'est pas le sujet. Mais il faut avoir un sens des valeurs, reconnaître même à ceux qu'on n'aime pas, vous voyez, même à ceux qu'on n'aime pas, il faut reconnaître certains traits caractéristiques qui ont fait ce qu'ils ont été, ce qu'ils étaient. Ils avaient cette élocution, cet esprit de débat, vous voyez, ils avaient cette noblesse. J'arrive pas à la régler convenablement, voilà, là c'est mieux. Ils avaient ce titre de noblesse linguistique que j'appréciais particulièrement, même si j'étais pas d'accord avec eux, vous voyez. Mais d'ailleurs, aucun des trois. Enfin, dans l'ensemble, j'étais pas d'accord surtout avec les trois, ou l'un des trois, vous voyez. Voilà, je vous le dis franchement. Moi, je suis pas tellement, maintenant, avec le recul nécessaire, peut-être dû à mon âge, à quelques expériences que j'ai vécues, y compris en milieu politique, je peux vous dire que je suis pas pour la République. Enfin, quand je dis je ne suis pas, je veux dire, pour moi, la démocratie, comme disait un homme sur une chaîne royaliste, on va dire, il disait que la monarchie, c'était un régime où le roi ne prenait pas parti sur toutes les décisions de son royaume. Il donnait son avis, qui était souvent écouté, voire même appliqué. Mais il avait ce qu'on appelle un gouvernement. Et oui, il avait un gouvernement. Et donc, le roi régnait sur l'ensemble des sujets, on dirait aujourd'hui citoyens, bien sûr, mais des sujets de son royaume. Tandis qu'un président, en démocratie, il gouverne sur qui? Sur un certain pourcentage de ceux qui l'ont porté au pouvoir, vous êtes bien d'accord. Donc ça veut dire qu'il représente que la partie des gens qui ont voté pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours, la démocratie, c'est toujours une partie en opposition avec une autre partie. Vous voyez? Donc il y a toujours des conflits. La démocratie, c'est un régime conflictuel en permanence. En permanence. Et ça ne date pas d'hier, ça date depuis la Révolution, depuis la Première République. Vous voyez? Alors que le régime de la monarchie était représenté par ses pairs, qui étaient les nobles, hein, effectivement le clergé à l'époque, et les nobles, ils étaient élus. Et oui, ils étaient représentés par, on va dire, par ceux sur qui les nobles avaient un pouvoir d'aristocratie. On dit l'aristocratie parce qu'un aristocrate, c'est quelqu'un qui est un noble, enfin, quelqu'un qui a un pouvoir sur une portion de population. Enfin, vous me direz, Macron, c'est un aristocrate, mais il n'est pas noble. Il n'a pas un titre de noblesse, que je sache. En tout cas, c'est un aristocrate, parce qu'il a un pouvoir. Malgré tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il est toujours là, et les gens arrivent... Bon, bref. Enfin, quand je dis aristocrate, c'est entre guillemets, parce que... Bon. Mais voyez-vous, ce que l'on ne vous dit pas sous la monarchie, c'est qu'on ne votait pas pour élire un roi. C'est vrai, je reconnais, on ne votait pas. C'était souvent les pairs qui nommaient, quand il y avait un trône vacant, il n'y avait plus de membres de famille qui se succédaient, bon ben voilà, on nommait une autre famille, attitrée bien entendu, hein, et dont l'aîné prenait le trône, voilà. Mais les pairs, eux, ceux qui étaient proches des gens, on va dire du peuple, ils étaient élus par les peuples, dans les villages, dans les villes, enfin surtout les villages, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de villes. Oui, enfin Marseille n'était pas une grande ville. Paris non plus, Lyon non plus. Enfin, bon, mais même dans ces petites villes, dans les bourgs, les villages, les nobles
ils avaient leur domaine, hein, le château, les domaines, dont ils faisaient travailler les sujets, eh bien les sujets avaient droit de vote pour être représentés. Eh oui, eh oui. Vous voyez, la démocratie, ça ne date pas d'hier. Et vous en avez une autre preuve, je vais vous dire, une autre preuve pour les croyants, hein. Là, je parle pour les croyants. Si vous avez vu le film Les religieuses de Compiègne, je crois, je ne sais plus comment s'appelle le titre, avec comment il s'appelle, Pierre Brasseur, hein, qui jouait le rôle du républicain en fait, hein, voilà, et qui disait à la mère supérieure du couvent: ah bon, vous votez dans votre couvent? Mais alors vous êtes démocrate alors? Et la mère supérieure dit: non monsieur, monsieur le régisseur, je ne sais pas ce qu'il était, non monsieur, depuis toujours, depuis l'avènement du christianisme dans le royaume, de ce qui était le royaume, eh bien, figurez-vous, on a toujours voté pour élire la mère supérieure. Et pareil pour les moines, leur père supérieur, et ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que le vote a toujours existé. Il ne date pas d'hier. Donc, mais quelle est la différence? Alors, vous allez me dire, mais Raymond, quelle est la différence entre un régime monarchique, alors ça dépend de quel régime on parle là, hein, parce que si c'est un régime de droit divin, ben voilà, hein, c'est une famille qui s'installe pour autant que la famille va durer, hein. Donc, enfin, succédé par les fils aînés à chaque fois que, bon, quand ils ne meurent pas entre-temps, mais sinon, voilà, sinon c'était le cadet le plus proche et ainsi de suite. Mais autrement, le roi, il avait un pouvoir permanent, c'est-à-dire qu'il était là. Regardez Charles III, Élisabeth II d'Angleterre. Vous avez vu combien de temps, d'années a régné la reine d'Angleterre? Bon, elle n'avait pas de grand pouvoir, c'est vrai, mais c'est quand même elle qui assistait à toutes les décisions du Parlement dont il y avait un Premier ministre, hein, à Madame Thatcher et puis d'autres, hein. Boris, non, pas Boris, qu'est-ce que je raconte? Boris, je sais plus comment, enfin bon, un anglais, là, bon, bref. Mais c'est pour vous dire que, bon, le pouvoir en Angleterre, mais ça c'est des pouvoirs parlementaires, hein. C'était une royauté, pardon, parlementaire. Par conséquent, c'est différent. Mais il y a quand même une représentation, et c'est ce qui plaît au peuple britannique, c'est qu'il y a quelqu'un en permanence qui est là, qui les représente. Pour eux. Pour eux. Pareil pour les Norvégiens. Oui, la Norvège, la Suède, je crois qu'il y a un roi aussi. L'Espagne, même si l'Espagne est dans l'Europe, hein, il y a quand même un roi, Philippe, deux ou trois, je ne sais plus combien c'est. Il y a toujours quelqu'un qui les représente. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un gouvernement, un Premier ministre qui est élu par le peuple, espagnol, anglais, etc., mais à chaque fois quand il veut faire ratifier et promulguer une loi, c'est le roi qui doit promulguer et signer. Et la loi est appliquée de manière tout à fait légitime dans la constitution du pays dont on parle, Angleterre, Espagne ou d'autres, vous voyez. Tandis qu'en France, un président, quelle légitimité il a? Il n'en a pas, puisqu'il ne représente pas tous les gens de l'Hexagone. Vous êtes bien d'accord? C'est pour ça qu'il n'a pas de légitimité. C'est qu'en fait, depuis la naissance, et c'est pas uniquement la Ve République sur le colonel Charles de Gaulle, non, 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 même avant, encore qu'avant, ils avaient un peu plus de légitimité quelque part, mais ils ne pouvaient pas signer ni promulguer de loi. C'est très simple. Pour promulguer et signer des lois, il faut représenter tout le pays, toutes les gens, toutes les catégories de gens, d'habitants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la légitimité. Pour être légitime, il faut représenter tout le monde, et pas seulement une catégorie. Vous voyez? Voilà, chers amis, quelle était ma vision entre la monarchie et la République, ou si vous préférez la République et la monarchie. Je ne suis pas en soi... Bon, enfin, je ne suis pas pour la République telle qu'elle se définit ici chez nous, hein, parce que bon, chez nous, c'est un peu
c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est le bazar, on va dire, hein. Pas de l'hôtel de ville parisien, mais c'est le bazar, franchement, depuis la naissance, après la Révolution, mais qu'il y ait eu une révolution pour souhaiter des changements, des réformes, moi je trouve pas ça indécent, hein, honnêtement. Bien sûr que la monarchie, il fallait qu'elle avance un petit peu, hein, mais avancer ne veut pas dire foutre tout en l'air et puis ça y est, quoi. On n'en parle plus, on tourne la page. Puisque en faisant, regardez, en Angleterre, il y a eu 2 révolutions. Il n'y en a pas eu qu'une. Au XVIIe siècle et au XVIIIe d'ailleurs, qui a précédé d'un siècle jour pour jour pratiquement, ou un mois près, celle de notre pays. Mais il y a eu 2 révolutions en Angleterre, mais le roi, il a été remis sur le trône par Cromwell. Alors je ne sais pas si c'est Thomas je crois que c'est Thomas Cromwell. Et la seconde révolution, qui d'ailleurs a mis en cause Cromwell, ses méthodes, pourtant, hein, eh bien, n'a pas pour autant été l'abolition de la monarchie. La monarchie a été maintenue la deuxième fois. La première fois, ça avait été écarté. Lorsque le roi a été passé sous la hache, hein, coupé la tête, Jacques I ou II, je ne sais plus, eh bien, Cromwell, il a libéré le trône, il n'y avait plus de roi. Mais les habitants, quand même, les Britanniques ne voulaient pas, ils voulaient quand même un roi. Et donc Cromwell a dû plier. Bien sûr, il a fait un vote à la chambre, je ne sais pas comment on l'appelle, hein. Bon, l'équivalent de la chambre des députés, si vous voulez. La majorité, ils ont obéi au peuple, ils ont dit non, 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 Cromwell, il faut qu'on remette un roi. Donc il a obéi, il s'est plié, il a remis un roi. Voilà. Ou une reine, je ne sais plus si c'est une reine ou un roi. Voilà. Vous comprenez? Mais c'est vrai que le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre ou de notre pays, ils n'ont pas les pleins pouvoirs comme, on va dire, une monarchie de droit divin absolu. Vous voyez, de droit absolu. Mais il y a quand même ce pouvoir royal qui peut remettre en cause, s'il le souhaite, une loi, s'il y a des modifications à apporter, s'il faut la rejeter complètement ou l'approuver entièrement. Bon, ça. Et c'est le roi qui promulgue, qui signe les lois qui paraissent au journal officiel de chaque pays, hein, Angleterre, Espagne, voilà. Bien. C'est pour ça que l'Espagne, vous voyez, malgré qu'ils font partie des 27 pays de l'espace de Schengen, ils ont plus d'indépendance face à Bruxelles que nous. Et pourquoi? Mais vous l'avez compris. C'est parce qu'en Espagne, il y a quand même un pouvoir monarchique. Il y a un roi qui peut à tout moment grincer un peu des dents. L'Italie joue un peu ce rôle-là tout en étant une présidence, hein. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Je ne sais pas comment se comporte la présidence chez eux, là, chez les Italiens. Mélanie, par exemple, des fois, elle s'oppose un petit peu à von der Leyen. Mais depuis que l'Hexagone a adhéré à l'Europe, après Jacques Chirac, hein, que ce soit Sarkozy, Hollande et puis le dernier, là, Emmanuel Macron, aucun des trois s'est opposé à la moindre décision de Bruxelles. Alors que l'Espagne, de temps en temps, probablement s'y oppose. Pas surtout. C'est pas ils sont pas vraiment indépendants, les Espagnols, mais ils sont plus indépendants que nous. Parce que nous ne sommes pas représentés. Quand je dis nous, enfin, une moitié des Français, même plus de la moitié, n'est pas représentée par Emmanuel Macron. Ben non, tout le monde n'a pas voté pour lui. Et cette partie-là est en opposition avec celles qui ont voté pour lui. C'est toujours ce déchirement dans la population d'un pays, vous voyez. Alors que le roi, lui, il cimente tout le monde, il représente tout le monde. Même s'il y a, comme en Angleterre, un coup travailliste qui est un peu l'équivalent du Parti socialiste ou conservateur de la droite, Boris Johnson, voilà, je cherchais son nom, le Premier ministre Boris Johnson sous la reine Elisabeth II. Voilà. Bon, et bien voilà, vous voyez, tous ces passages de Premier ministre n'ont jamais empêché la reine ou le roi, maintenant Charles III,
de mettre son veto s'il le souhaite. Enfin, ils n'en parlent pas ici chez nous, mais sûrement qu'il doit y avoir parfois des frictions, parfois, et parfois des accords, ça peut arriver. Voilà quel pourrait être le rôle d'un roi chez nous en France, dans l'Hexagone. Ça serait pour nous une meilleure manière d'être tous représentés, depuis le plus bas jusqu'au plus élevé. Tandis que là, vous voyez, on traite Emmanuel Macron de président des riches. On traitait déjà Nicolas Sarkozy de président des riches. Même Jacques Chirac. Même Jacques Chirac. Bon, François Mitterrand, lui, c'est autre chose. Charles de Gaulle, le colonel Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing. Alors Giscard d'Estaing, déjà lui, il était déjà un peu lui aussi, un peu traité de président des riches. Vous voyez, il y a toujours cette division avec une république chez nous, hein, dans l'Hexagone. Hein. Bon voilà, chers amis, j'arrête là de bavarder. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé. En tout cas, appréciez ma vidéo, faites-la circuler, partagez-la. La vie est belle et on se dit à très bientôt. Alors, vivez heureux en famille, entre amis, avec vos collègues de travail, mettez-vous en paix, soyez dans l'empathie, bienveillants les uns vers les autres. Ciao.